Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre pour cette troisième édition du Forum de l'innovation Investance Partners. Je me présente, je suis Samuel Laloum, je suis donc manager au sein de notre business unit Investment and Wealth Management. Je suis également en charge de notre lab robotique et intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, sans plus tarder, je vais ouvrir cette table ronde dédiée à la robotique 2.0 et au rôle de l'intelligence artificielle. Un sujet passionnant pour lequel je serai accompagné aujourd'hui de 3 intervenants. Donc, et puis comme vous pouvez peut-être le voir, on a eu un petit sujet de dernier moment. Laurent Alexandre n'a pas pu se joindre à nous malheureusement. Et donc ce sera Jean-Luc Delassus, Senior Advisor chez Investance Partners, qui nous rejoint pour cette table ronde robotique. Alors, test. Oui. Alors Nathalie Pouguillaume, bonjour. Bienvenue, merci d'être là parmi nous pour cette troisième édition du Forum de l'innovation Investance Partners. Vous êtes responsable de la transformation et de l'innovation au sein du groupe KCIS, où vous êtes en charge donc, de la mise en place et de la structuration de projets innovants, des projets tels que la robotique, mais aussi le machine learning et d'autres sujets qu'on n'évoquera pas sur cette table ronde, mais qui sont fort intéressants, comme la blockchain, que l'on vient d'écouter. Vous avez été auparavant Group Product Manager, toujours au sein du groupe KCIS, où vous travaillez effectivement également sur des projets d'innovation. Vous avez été également aussi consultante pendant plus de 10 ans et vous avez commencé votre carrière au sein du groupe HSBC, où vous avez participé à la mise en place du contrôle de gestion. À vos côtés, Alain Kaiser, bonjour. Merci également d'être là parmi nous aujourd'hui. Vous êtes directeur technique et cofondateur de la société Iseop, une société qui est basée sur l'application d'une technologie sous-jacente à l'intelligence artificielle qui est connue comme la NLG, ou plus communément appelée en France comme la génération de textes en langage naturel. Vous êtes diplômé de l'ENS Cachan et d'un DE en informatique, et auparavant, vous avez déjà fondé un logiciel d'aide à la décision qui incluait déjà effectivement la génération de textes en langage naturel. Et donc, à vos côtés également, Jean-Luc, que vous connaissez, donc, qui est Senior Advisor chez Investance Partners, qui a effectué la majeure partie de sa carrière, voire même la totalité de sa carrière dans le monde de la finance, et plus précisément au sein de la DSI, de la BNP. Il a pu notamment travailler sur des sujets d'innovation et nous parlera également aussi de l'intelligence artificielle, de technologies sous-jacentes. Alors, peut-être très rapidement aussi également, enfin, je pense qu'on ne vous présente plus Emmanuel. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Banque Assurance 2.0. Est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes le spécialiste journalistique de la critique des nouvelles technologies, peut-être? Non, on ne peut pas le dire, mais c'est ça. Si vous dites, vous allez faire... Oui. Donc si vous le dites, vous allez faire peur à mes interlocuteurs. Donc c'est pas la peine de le dire. Mais je crois que effectivement, nous essayons de croquer les sujets de l'intelligence artificielle et de tout ce qui est nouvelles technologies avec un regard critique pour pouvoir nous démarquer par rapport à nos homologues sur le marché. Il y en a beaucoup. Vous savez, la concurrence est très forte. Donc, voilà. Mais vous êtes quand même quelqu'un d'assez connu. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Je vous en prie. Et par rapport à cette table ronde, aujourd'hui, nous proposons des retours d'expérience donc liés à des projets sur la robotique ou sur des technologies sous-jacentes à l'intelligence artificielle, et également de vous donner et de partager avec vous nos avis, mais aussi nos opinions sur l'intelligence artificielle, ses évolutions et ses impacts dans les prochaines décennies. Alors peut-être très rapidement, avant que je laisse la main à Emmanuel, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions de savoir ce qu'est l'intelligence artificielle. On se pose aussi également de savoir d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi l'intelligence artificielle, pourquoi aujourd'hui, pourquoi elle est dans nos entreprises, quel est son impact. Et en fait, l'intelligence artificielle, finalement, c'est une fabuleuse histoire qui a commencé au milieu du XXe siècle et qui est née en fait donc d'une célèbre réflexion d'Alan Turing qui, en 1950, s'intéressait à la possibilité de reconnaître une machine comme étant intelligente et avait donc pensé un test qui porte son nom, le test de Turing, qui consiste en fait à savoir si une machine pouvait être intelligente dans la mesure où on pouvait positionner une personne qui n'avait aucune conscience de ce test-là et qui devait interagir avec 2 autres personnes, dont une qui était une machine. Et si en fait il ne se rendait pas compte au fur et à mesure du test que cette personne-là en fait était un robot, on pouvait considérer que le test de Turing était validé avec succès.
Et au cours de cette déclinaison d'intelligence artificielle, à l'époque, il avait été pensé par Alan Turing comme étant le Computering, Machinery and Intelligence, et il a été repris en 1955 par John McCarthy, qui est donc un professeur et un mathématicien, et qui a posé le nom d'intelligence artificielle, et qui a donc été adopté par les pères fondateurs en 1956 lors de la conférence de Dartmouth. Et lorsque l'on voit, c'est que sur cette histoire de l'intelligence artificielle, on peut considérer qu'il y a énormément eu de découvertes, de surprises, mais également de déceptions. Et plus particulièrement, en fait, si on s'intéresse très récemment, depuis les années 2000, on a une véritable révolution en marche. On a énormément de technologies qui sont apparues. On a eu donc ce qu'on appelle la robotique 2.0, ou plus communément appelée la robotique process automation, que vous connaissez, que vous avez peut-être même, pour certains d'entre vous, adopté au sein de votre organisation ou de vos entreprises, et pour lequel on reviendra notamment sur un retour d'expérience. Et puis on a eu l'apparition d'autres technologies, notamment la NLP, qui est un très beau mariage entre la NLG et la NLU, donc Natural Language Generation, Natural Language Understanding, et donc une technologie que vous utilisez peut-être tous au quotidien, sans même le savoir, mais via des applications comme Siri ou Cortana, pour lequel vous allez tout simplement demander tiens, où se trouve le Centre Étoile Saint-Honoré. Il vous répondra pour sûr, rue Balzac, dans le 8e arrondissement de Paris. Donc, voilà un petit peu pour cette histoire sur l'intelligence artificielle. Et pour vous donner une pleine mesure de ce que ça représente aujourd'hui, l'intelligence artificielle, et plus précisément la robotique, c'est près d'1 demi-milliard de dollars aujourd'hui d'investissement qui est réalisé par des entreprises qui souhaitent acquérir une solution de robotique afin d'automatiser des processus que l'on considère comme étant à faible, voire non-valeur ajoutée. Autre technologies pour lesquelles nous nous intéressons également, la NLP que je vous parlais jusqu'à présent, qui, elle, aujourd'hui, pèse pratiquement 1 milliard de dollars, 800 millions de dollars d'investissements réalisés sur l'année 2017. Et le marché mondial du machine learning est en pleine explosion, puisqu'on est à 5 milliards de dollars d'investissements qui est réalisé sur le machine learning. On sait aujourd'hui qu'on s'intéresse énormément à ce que l'on appelle l'apprentissage supervisé, pour lequel aujourd'hui on essaie de faire beaucoup de choses, même si encore ce qu'on appelle le unsupervised learning, donc l'apprentissage non supervisé, est encore un petit peu, on va dire, en phase de pensée et de test, puisqu'effectivement on en discutera un peu plus tard lors de cette table ronde, mais qui est un peu moins donc approché. Et enfin, pour vous donner un dernier chiffre sur ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est plus de 5,4 milliards de fonds levés par des entreprises qui ont travaillé ou vont travailler dans l'intelligence artificielle. Donc c'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui l'intelligence artificielle est prise par une pleine conscience de la part des personnes qui souhaitent travailler là-dedans, qui sont dans cette phase de digitalisation et qui veulent mettre à profit des nouvelles technologies pour se différencier de leurs concurrents et pour proposer toujours plus de produits innovants. Et enfin, donc une approche assez conservatrice pour le dernier chiffre, mais on estime aujourd'hui qu'en 2024, le marché de l'intelligence artificielle, ce sera plus de 11 milliards de dollars. Voilà ces quelques chiffres qui vont vous permettre un petit peu, pardonnez-moi l'expression, mais d'ouvrir vos chakras sur un petit peu ce que c'est que la robotique et l'intelligence artificielle. Et je laisse sans plus tarder la parole à Emmanuel pour animer ce débat. Merci. Avant de venir ici, j'ai pu avoir l'occasion de discuter avec un monsieur, donc juste dans les parages, et qui me disait ce qu'il pensait de l'intelligence artificielle, qui se rassure, même s'il est dans la salle, je ne vais pas le dénoncer. Il me disait sincèrement que c'était pour lui, l'intelligence artificielle, c'est du blablabla. Mais bon, alors justement, quand Samuel, tu me parles de 11 milliards d'euros ou de dollars, je ne sais pas, mais ça fait quand même beaucoup cher, on va faire beaucoup d'argent pour du blablabla. Alors, nous avons décidé d'aborder concrètement l'intelligence artificielle, donc en environnement de production. Ça veut dire qu'on va voir concrètement à quoi ça sert. Donc, pour cela, nous avons décidé d'avoir un cas concret, celui de KCIS. Donc, honneur aux dames, je vais la lâcher celle-là. Donc, on va poser des questions concrètes à Madame Nathalie Guillaume. Voilà, excusez-moi. Et donc, la première question qui me vient à l'idée, c'est de savoir pourquoi vous qui êtes certainement allé dans tout ce qui est du COBOL et tout, vous êtes arrivé à aller dans de l'intelligence artificielle. Ça fait quand même un changement radical. Alors, bonjour à tous. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est KCIS, en fait, on est un asset serviceur. Donc, notre business, c'est de faire de l'outsourcing. Et donc, qui dit outsourcing, dit plus on a de clients, plus on est content. Et donc, ça implique des volumes.
Donc, on est dans une recherche permanente de l'optimisation des processus, alors par l'augmentation de la volumétrie, pour aussi satisfaire nos clients, et puis pour faire face à toutes les évolutions réglementaires, puisque dans nos métiers, on est dans le métier des titres, le réglementaire, ça nous plombe depuis quelques années déjà. Donc on a décidé, alors on n'est pas parti tout de suite sur l'intelligence artificielle, on a décidé de partir sur la première étage de la fusée robotique, qui est vraiment le RPA, Robotic Process Automation, parce qu'en fait on était à la recherche... Oui. Vous êtes familier de cette expression et tout, ça vous dit quelque chose ? Alors, Robotic Process Automation, c'est l'automatisation des processus par la robotique. En gros, pour simplifier la chose, c'est une méga macro. La seule différence avec une macro, c'est que ça peut toucher plusieurs systèmes. Donc ça permet, c'est des solutions, en fait on est parti là-dessus parce que c'est des solutions qui sont assez faciles à mettre en œuvre, qui sont assez compréhensibles en fait par le commun des mortels, à la fois par le métier et par l'IT. Alors, on a eu beaucoup de cabinets de consultants qui sont venus nous vendre la solution comme étant quelque chose où on n'avait pas besoin de l'IT. Ça, c'est vraiment un faux. C'est faux. Ce qu'il faut savoir, c'est autant ça ne doit pas être un projet mené par l'IT, autant c'est un projet où on a besoin de travailler avec l'IT. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose où assez rapidement, en fait, il n'y a pas de grosses nouvelles composantes techniques à apprendre. Donc, assez rapidement, l'informatique existant peut appréhender la technologie et mettre en œuvre les processus. Et en plus, on se situe sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus courts par rapport au développement informatique qu'on connaît dans nos métiers. On se situe aux alentours de 2-3 mois pour mettre en production un process. Et vous avez démarré quand, en fait ? Alors, ça dépend si on parle de démarrer l'étude pour la solution. L'idée même, à la fois l'idée de. Alors l'idée même, hein, c'était donc on travaille comme tout le monde sur les sujets innovation depuis. Alors, en permanence depuis la nuit des temps, mais il y a une forte accélération de l'innovation, la transformation digitale à la fin de 2015 avec tout ce qui tournait autour de la blockchain. Les nouveaux sujets, en fait, le RPA, finalement, quand on y pense, le RPA, c'est pas vraiment un sujet nouveau. Les informaticiens vous diront, vous n'avez rien inventé, on sait automatiser depuis la nuit des temps. La seule chose, c'est qu'avec l'apparition des nouvelles technologies, avec des capacités de stockage plus importantes, avec les coûts qui baissent, etc., on a pu offrir, en fait, les providers ont pu nous offrir des solutions qui étaient plus faciles à mettre en œuvre et un peu plus sexy pour les utilisateurs. Donc, on a commencé à regarder alors, blockchain 2015, RPA courant 2016. Et donc, on s'est lancé dans un projet. Alors, au début, on a été KCIS. Et puis après, très vite, on en a fait un projet groupe, donc avec d'autres entités du groupe Crédit Agricole, pour avoir une approche commune sur le sujet. Donc, plus généralement, quel est le regard du Crédit Agricole sur tout ce qui est intelligence artificielle ? Parce que quand vous parlez des RPA, derrière ça, on voit tout de suite l'intelligence artificielle. Alors, Crédit Agricole, je ne me prononcerai pas parce que je suis KCIS, mais pour KCIS, en tout cas, déjà, on a quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas de définition qui est communément acceptée sur l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle, on peut y mettre à peu près tout, à partir du moment où il y a un peu de réflexion, où il y a de l'apprentissage, de la connaissance, où les processus sont complexes. Donc, si on parle d'intelligence artificielle au niveau machine learning, chatbot, les choses assez simples, dans ces cas-là, l'apport, c'est un vrai intérêt, et d'ailleurs, on pourra en reparler, mais on travaille dessus. Intelligence artificielle, vraiment à l'extrême, où on remplace les personnes par des robots, etc., c'est pas du tout d'actualité et on ne veut pas se lancer là-dedans. Aujourd'hui, c'est vraiment pour apporter une plus-value, à la fois en interne par l'optimisation, et puis pour donner un peu plus de tâches à valeur ajoutée, parce que notre objectif aussi, c'est d'essayer d'écarter toutes les tâches aujourd'hui qui sont répétitives, fastidieuses, qui en fait sont lourdes pour les collaborateurs. Un exemple. Donc c'est apporter. Dans nos métiers, on a beaucoup de traitements, on a des suspens, on a du traitement des suspens, et en fait, on s'est rendu compte en analysant ce process que le collaborateur pouvait faire jusqu'à 70 clics sur le traitement des suspens. Donc, sincèrement, quand vous êtes à côté de lui et qu'il ouvre un machin, qu'il va prendre, qu'il va copier, coller, c'est très lourd, très laborieux, ça n'a aucune valeur ajoutée pour lui. C'est source d'erreur parce qu'au bout d'un moment, au bout du 10e, il en a marre, il ne fait plus attention. Et puis, c'est très consommateur de temps sans une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est typiquement sur des processus un peu comme ça, où on a un vrai intérêt à mettre des solutions d'automatisation et de robotique
Et en allant un peu plus loin, on peut aller sur du machine learning et de l'intelligence artificielle. Peut-être juste 2 petites questions. Est-ce que vous êtes sur un domaine métier précis où vous avez commencé? Et puis, combien aujourd'hui de cas, j'allais dire d'automatisation, de cas pratiques, d'applications avez-vous mis en place? Alors, mise en place, en production qui fonctionne, on en est à 2 sur des choses importantes. Après, on a un plan de déploiement. Donc, comme je vous l'expliquais, on s'est lancé dans le projet fin 2016. Après, il y a tout le processus classique, RFP, choix du provider, POC. Alors, POC, très important de faire un POC. Proof of concept, pour ceux qui ne savent pas. On peut nommer ça aussi maintenant proof of value, ça fait plus sexy. Mais c'est toujours la même chose. En gros, non, value, les gens aiment plus maintenant. Ça fait, apparemment, c'est plus moderne. C'est comme l'intelligence artificielle, c'est plus moderne que POC. Mais ça, c'est très important parce que, en fait, ça permet de voir déjà de tester pour voir si la solution du provider peut être mise en œuvre dans nos architectures techniques, puisqu'on a tous des architectures qui sont assez différentes. Et donc, en fonction des solutions, toutes ne peuvent pas répondre à nos besoins. Et par ailleurs, ça permet aussi à la direction et aux utilisateurs de voir concrètement ce que ça peut apporter. Donc, on a fait un POC, enfin des POV. Et puis après, l'autre sujet important, c'est les instances sociales. La présentation aux instances sociales, l'appréhension. Et le fait aussi d'avoir des solutions concrètes, ça nous a beaucoup aidé là-dedans. Donc, si je comprends bien, des pauvres vous ont aidé à gagner de l'argent, à être plus riches. Est-ce que combien? Alors, plus riches, non. Combien je dis, quelle est la valeur ajoutée en termes financiers vous avez pu... Alors aujourd'hui, le gain d'argent, bon bien sûr, hein, on a des obligations de ROI sur ce genre de projet, ça c'est clair. Aujourd'hui, le gain d'argent, il n'est pas encore flagrant. Par contre, on a un gain en efficacité. On a une fiabilisation des process. La compliance est contente aussi parce que les process sont plus auditables. Enfin, les règles, le RPA, c'est des règles qu'on paramètre en fait. On n'invente rien. Justement, l'intelligence artificielle, le machine learning, ça fait un peu plus peur parce qu'il peut y avoir des actions qui ne sont pas en fait prévisibles, puisque la machine apprend. Le RPA, c'est vraiment s'appeler à tout le monde parce que c'est quelque chose qu'on peut auditer, qui est prévisible. On sait, les règles sont bien définies, c'est clair et précis. Tout à fait. Juste peut-être pour compléter, effectivement, la RPA n'a aucune fonction cognitive. Ça veut dire qu'elle est incapable d'apprendre à apprendre. Donc effectivement, Nathalie, sur ses projets de robotique, elle va simplement mimer et répliquer ce que fait un être humain sur son ordinateur. D'accord. Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt un pôle d'attraction pour des gens qui sont à l'extérieur ou autour de vous, ou est-ce que les gens viennent visiter ce que vous faites pour voir, essayer de repliquer ailleurs? Alors, de répliquer, non, mais pour bénéficier de l'expérience, en fait, et essayer de comprendre les écueils à éviter, les facteurs clés de succès, en intra-groupe Crédit Agricole, déjà, on a développé ce partenariat, ces échanges, et en fait, on se rend compte qu'on a pas mal de clients aussi qui échangent avec nous sur le sujet, qui veulent comprendre comment on organise un tel projet, parce qu'un projet comme ça, bon, c'est un projet assez classique, mais qui a quand même des composantes un peu différentes, c'est-à-dire que c'est pas un projet qui doit être mené par l'IT, mais c'est un projet qui doit être mené avec l'IT. C'est un projet où le travail collaboratif est très très important, et on peut pas avoir de succès si on n'a pas les métiers, l'IT. Et alors moi, je dépends de l'organisation, donc c'est nous qui pilotons le projet, hein, et l'organisation, en fait, tous ensemble pour avancer. On travaille aussi en méthode agile. Bon, c'est le truc à la mode, mais c'est vrai que ça fonctionne très bien dans ce genre de projet, puisqu'on a des délais assez courts, et il faut vraiment qu'on... Vous dites délais assez courts. Sur des processus simples, en gros, en un mois, on est capable de mettre en prod. Des processus complexes, on est plus sur 60 jours, 70 jours. Donc, sur ce type de sujet, ça veut dire qu'on n'est pas... aucun intérêt à faire des EDB, enfin des expressions de besoin, oui pardon, des expressions de besoin, d'analyser, de faire une estimation des charges 30 jours plus tard, etc. Là, on perd tout le bénéfice du projet. Donc, c'est vraiment de mettre en place en fait cette approche collaborative, d'associer l'IT, le métier très en amont et de travailler tous ensemble. D'accord. Alors du coup, vous qui étiez plutôt dans un environnement, j'allais dire dans un existant assez moins up-to-date ou avec des gros systèmes, il me semble, oui. Comment est-ce que on aborde j'allais dire, l'intelligence artificielle dans cet environnement-là? On ne prend pas compte de ça, ou est-ce que, parce qu'il faut voir un peu le pont entre les deux Alors, si, bien sûr, bien entendu. Tout d'abord, je ne sais pas si dans vos maisons, vous avez essayé de mettre en place des projets, vous avez mis en place des projets. Déjà, quand on commence à parler de robotique et d'intelligence artificielle, il y a une levée de bouclier parce qu'on nous dit attention, ne touchez pas au système legacy system, vous allez nous bloquer sur tous les développements, etc. Donc, il faut bien expliquer, notamment sur la robotique, le RPA, enfin le premier étage de la fusée de la robotique.
c'est qu'en fait, ce n'est pas intrusif dans les systèmes. C'est quelque chose qui va répliquer ce que fait l'utilisateur. Donc en gros, ce n'est pas à cause du RPA qu'on va bloquer les évolutions des systèmes. Par contre, c'est vrai que dans l'approche, après, dans la conduite du changement, il faut bien intégrer, il faut bien que les systèmes qui font des évolutions informent le centre d'expertise robotique pour dire attention, votre process, vous allez peut-être devoir le modifier. Après, on a l'approche, de toute façon, on va... au sein de KCI, on a un vrai programme de transformation digitale en utilisant les nouvelles technologies. On travaille sur la blockchain, on travaille sur le machine learning, on travaille sur des OCR un peu plus évolués aussi, parce qu'aujourd'hui, on avait des OCR basiques et en fait, on se rend compte qu'il y a des limites. Donc, c'est un processus où il y a un accueil favorable parce que ça apporte quelque chose. Avec le machine learning, typiquement, on pense que le RPA, on reproduit ce que fait l'utilisateur. Le machine learning, ça va nous permettre d'appréhender en amont en fait, les problèmes et de détecter des risques potentiels. Donc typiquement, c'est le genre de sujet qu'on traite sur l'analyse des transactions pour essayer de déterminer, d'identifier des comportements anormaux, ou pour tous les sujets qui tournent autour de l'AML KYC ou des sujets OFAC qui nous consomme beaucoup de temps. Et on se rend compte qu'en fait, utiliser les systèmes où aujourd'hui il y a des règles préparamétrées, alors c'est très bien, hein, c'était déjà une avancée. À l'époque, c'était vraiment bien de mettre ça en œuvre, etc. Mais le fait d'avoir des règles, en fait, ça fait ressortir beaucoup d'anomalies qui souvent ne sont pas des anomalies. Et sur ces sujets-là, on se dit qu'avec le machine learning, en fait, le système apprend et on peut espérer avoir moins d'anomalies et se concentrer sur les sujets qui sont vraiment importants à analyser pour les équipes risque et compliance. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, vous avez réussi à concilier ceux qui n'étaient pas d'accord avec j'allais dire, l'esprit du groupe aujourd'hui. Oui, parce que en fait, tout le monde de toute façon, il faut avancer avec son temps. Alors, on aura toujours des réfractaires. Hein. On a régulièrement des réunions avec l'informatique qui nous dit oui, mais on aurait très bien pu faire ça avec un développement IT. Sauf que oui, le développement IT, on sait très bien que les équipes IT sont sollicitées à longueur de temps sur le réglementaire et qu'elles ont peu de temps à consacrer pour les opérationnels ou les fonctions support en fait. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est tous ces sujets machine learning, RPA, etc. Ça concerne en fait l'entièreté de l'entreprise. Et des fonctions commerciales aussi. Alors, sur les sujets de chatbot, là, dont on peut parler, mais ces sujets-là, typiquement, pour le commercial, c'est hyper important, tout ce qui est relation client. D'accord. Et à l'arrivée, ça, si vous voulez vous prendre, ça vous coûte combien? Et surtout, quels sont les écueils que vous avez rencontrés, les difficultés que vous avez rencontrées pour la mise en place d'un tel projet? Alors ça nous coûte combien? Je ne le donnerai pas aujourd'hui. Je peux juste vous dire qu'on a un objectif. Bien tenté. Je peux juste dire qu'on a les objectifs de ROI, c'est entre 9 mois et 1 an. Donc voilà. Après, les écueils, c'est la peur, en fait, le côté réfractaire par le manque de connaissance du sujet. Donc ça, c'est hyper important de communiquer beaucoup en amont, d'expliquer en fait ce qu'on va faire, d'expliquer ce que c'est. La robotique, le RPA, expliquer ce que c'est, ça a vraiment calmé les esprits. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'à partir du moment où on a fait une communication officielle et on a expliqué aux gens, on leur a montré concrètement, en fait, c'est plutôt les business lines, enfin les métiers et les supports qui sont venus nous voir pour dire nous on est intéressés, on voudrait que vous automatisiez les process en fait. Donc communication hyper importante. Un autre écueil, c'est les gens ont eu un peu tendance à croire que le RPA, par exemple, allait tout solutionner, ou les autres solutions qui s'apparentent à l'intelligence artificielle allaient tout solutionner. Ça, il faut faire attention hein, quand le process est défaillant à l'origine. Il faut travailler en amont sur une amélioration, sur une optimisation, et après passer aux solutions technologiques, que ce soit du RPA, du machine learning, etc. Donc ça aussi, faire attention à ça. Bien communiquer avec les instances sociales, parce qu'on a quand même dû stopper le projet pendant quelques mois, le temps qu'il y ait l'expertise. Pourquoi parce qu'en fait, on a présenté le projet, en toute transparence, hein, on présente tous nos projets de transformation d'entreprise aux instances sociales, c'est normal, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et en fait, le fait d'avoir le R devant PA, ça a bloqué. En plus, on n'a pas eu de chance parce qu'on était en pleine période électorale avec Benoît Hamon, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui parlait beaucoup des robots, le rapport Delvaux aussi avec la commission taxer les robots, etc., la disparition des emplois, c'était un scénario catastrophe. Alors,
C'est difficile de prédire aujourd'hui la disparition des emplois, mais à l'époque, période électorale, le scénario catastrophe. Donc les gens ont fait un peu l'amalgame entre le robot vraiment hyper intelligent avec tout ce qu'on veut mettre dans l'intelligence artificielle, le robot RPA qui est très basique et qui reproduit à l'identique les clics et les j'ouvre le système, etc. Et donc tout ça a fait que les instances sociales ont demandé une expertise. Donc et alors, on a arrêté le sujet. Enfin, en fait, on a stoppé le process de déploiement pendant les 2 mois d'expertise. Et puis après, ça a suivi son cours. L'expert a rencontré tous les acteurs, toutes les parties prenantes au projet, et a conclu qu'effectivement, c'était un plus pour l'entreprise. D'accord. Donc, dernière question, ça veut dire que si vous aviez à le refaire aujourd'hui au sein de CAIS, de KCIS, je ne dis pas vous, est-ce que vous le referiez et vous le referiez autrement, ou est-ce que la méthode de conduite de projet et tout, avec notamment ce que vous avez dit, la prise en compte de l'humain et sa sensibilisation, est-ce que c'est quelque chose de très important? Refaire autrement. Je trouve qu'on n'a plutôt pas trop mal géré le projet, donc refaire, ça va. Refaire le projet, oui, certainement. Et continuer le projet en allant sur d'autres sujets, machine learning, l'OCR, le chatbot, etc., oui, ça a un intérêt certain. Donc, de toute façon, on est vraiment dans une approche transformation digitale, faciliter l'expérience client, faciliter, fiabiliser les process en interne, optimiser. Donc, on continue à travailler sur tous ces sujets-là. Oui. Merci Nathalie Pau-Guillaume. Vous êtes très intéressante à écouter. Ça se voit que vous dormez bien, donc le projet marche bien. Pas bien, mais bon. Pas à cause de ça, quand même. Maintenant, j'ai le privilège de discuter avec Alain Kayser. Vous avez quand même la particularité d'avoir, j'allais dire, appris ce que c'est que l'intelligence artificielle à l'école et de maîtriser ça depuis longtemps. Donc, pour vous, quelle est la place de la RPA aujourd'hui dans notre société, dans le monde de l'assurance, et pourquoi est-ce que ça revient, au cœur de la société? En fait, nous effectivement, pour ma part, je suis effectivement tombé dans la marmite de l'intelligence artificielle depuis pas mal de temps. Vous êtes bien cuit alors. Et là, effectivement, nous, ce qu'on peut amener par rapport à la RPA, c'est la possibilité d'amener plus d'intelligence dans les process, dans l'automatisation des process métiers. Donc, madame évoquait les macros, et c'est déjà un premier niveau d'automatisation. On peut aller plus loin, en particulier dans le domaine des services, à partir du moment où vous êtes confronté à des êtres humains, qu'il va falloir automatiser des tâches et convaincre les êtres humains d'agir de telle ou telle façon. Et pour ça, il va falloir communiquer. Et nous, on intervient par la communication en langage naturel. Voilà, c'est vraiment notre credo. D'accord. Mais moi, je me suis posé la question, je me souviens, c'est vrai, je ne suis pas très jeune, mais dans les années 70, il y avait un certain monsieur Vogel, et puis un autre qui parlait beaucoup de l'intelligence artificielle, des systèmes à base de connaissances, et tout cela. Et puis, on n'a plus entendu parler. Oui. Et quand soudain, on parlait de digitalisation et de tout cela. Ça ne nous rajeunit pas, on est d'accord. Et puis, tout d'un coup, on se met à reparler de l'intelligence artificielle comme des cheveux sous la soupe, et puis du RPA. Comment expliquez-vous cela? Quels sont les arguments qui ont fait que l'intelligence artificielle reprend du poil de la bête? Oui, c'est ce qu'on appelait cette période... était ce qu'on appelle les hivers de l'IA. Alors, moi-même, ça ne me rajeunit pas, j'ai connu un de ces hivers, parce que pas dans les années 70 quand même. Un de ces hivers, vous dites. Un de ces hivers, mais au moment où on commençait à parler des premiers systèmes, des systèmes experts, par exemple, dans les années 90, où il y a eu un premier buzz important, avec des choses assez intéressantes, puis tout à coup, ça s'est un peu écroulé. Probablement parce que c'est un buzz, donc il y avait trop de promesses, des acteurs qui n'étaient pas toujours forcément capables d'honorer leurs promesses. Et puis, pas assez de maturité des entreprises, notamment en termes de données. Mais pour ma part, c'est un peu l'origine de la création des technologies. Je ne suis pas arrêté de travailler sur ces sujets-là depuis cette époque. Pourquoi est-ce qu'entre-temps, le buzz est revenu à nouveau? C'est parce que tout à coup, le nombre de données a effectivement explosé, les puissances des machines sont devenues beaucoup plus importantes, et qu'il est apparu ce qu'on appelle les machine learning, c'est-à-dire les algorithmes capables de travailler sur ces données en masse. Mais le machine learning n'est quand même qu'une des disciplines d'intelligence artificielle. Donc c'est une qui a le vent en poupe et qui fait qu'effectivement, vous l'indiquez dans le schéma tout à l'heure, ça représente un investissement assez considérable, mais ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs technologies dans l'intelligence artificielle, et le buzz autour du machine learning fait en quelque sorte réapparaître d'autres techniques qui existaient depuis un certain nombre d'années déjà, et qui sont opérationnelles depuis plus de temps que ça.
Vous pensez à quoi? Notamment, ce sur quoi nous, on travaille, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle déterministe, les systèmes de raisonnement à base de règles, et le traitement du langage naturel. Ce qui est bien, c'est que nous, par exemple, dans l'assurance ou dans la banque, les règles métiers sont quand même très importants. Oui. Donc, quand vous parlez de notion de règles, je ne sais pas, donc est-ce que l'application dans le monde de l'assurance ou de la banque, c'est quelque chose de vraiment primordial ou Oui. est-ce que ça peut changer? Oui, c'est particulièrement important. C'est pour ça d'ailleurs que pour notre part, le monde de la finance représente le plus gros de nos activités. Non pas, ce n'est pas une raison technologique, parce que la technologie que nous proposons reste universelle et transversale, mais c'est vraiment une question de maturité, notamment en termes de données. On va, grâce au système de raisonnement offert par l'IA, on va raisonner sur des données. Si les données n'existent pas, si elles ne sont pas présentes, si elles n'ont pas la bonne fraîcheur, si elles ne sont pas fiables, eh bien on ne pourra rien faire d'intéressant. Et il s'avère que le monde de la banque en particulier, en France en tout cas, a été parmi les précurseurs dans le domaine des CRM. Il y a des CRM vraiment de qualité depuis très très longtemps. Bon, les systèmes d'information ne sont pas parfaits, on le sait bien, mais il y a quand même de la matière. Et cette maturité a expliqué le fait qu'on a pu mettre en place assez vite, depuis des années, des systèmes vraiment opérationnels d'intelligence artificielle. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, donc vous êtes je sais que vous travaillez pour Iseop, il me semble. Ouais, Et donc Iseop, quelle est sa proposition de valeur sur le marché? Je sais qu'ils ont probablement une solution d'intelligence artificielle, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, voilà. Donc nous, effectivement, nous sommes un éditeur de logiciels dans le domaine de l'IA. Et ce que nous offrons de particulier, on est sur un secteur quand même plus particulier de l'IA, qui est celui de la génération de texte en langage naturel. Donc on produit un outil qui est capable d'écrire comme monsieur tout le monde, en français, en anglais, en allemand, en espagnol, enfin diverses langues, en japonais depuis cette année, et qui fait qu'à partir des données, on va produire du texte. Donc on fait parler les données. Ou je dirais plus exactement, on fait parler la machine. Voilà. Et on est référencé comme des quatre acteurs dans le monde qui leader sur cette technologie. Par qui? Vous êtes référencé par quoi? Par le Gartner en particulier. Voilà. Ok. Et quel est l'apport du langage naturel, donc le NG dont vous parlez, dans un environnement de production? Par exemple, chez un médecin, moi j'ai vu donc mon médecin qui était en train de dicter son texte, mais par exemple, pour un conseiller dans une banque ou un agent général, qu'est-ce que ça peut apporter? Oui, mais effectivement, la grosse nouveauté, l'IA, on le dit, existe depuis longtemps, l'intelligence artificielle, les moteurs de règles, puis ensuite les machine learning, tous les systèmes qui sont capables de raisonner existent pour certains depuis longtemps, d'autres plus récemment, comme le machine learning. Mais tous ces outils se comportent un peu comme des boîtes noires. Ce sont des outils d'aide à la décision qui, tout à coup, réfléchissent, soit de façon déterministe avec les moteurs de règles, soit non déterministe avec le machine learning, mais tout à coup, la machine prend une décision. Et quand elle est confrontée à un être humain, bien, en général, ça génère un certain recul, parce que l'être humain se dit, en entreprise, tout à coup, voilà, cette machine va peut-être me prendre mon travail. Ou bien cette machine, moi qui suis conseiller bancaire et qui ai 20 ans d'expérience dans la banque, en quoi cette machine prétend m'apprendre mon travail? En quoi est-elle crédible pour me donner une suggestion? Et c'est ce constat-là qui nous a donné l'idée de faire parler la machine pour être capable d'expliquer, en fait. C'est-à-dire, on va dire, je vous conseille ceci, parce que j'ai mis en œuvre tel raisonnement, telle logique, et ça va vous apporter un gain pour telle et telle raison. On va donc argumenter et expliquer en fonction à la personne physique auquel on est confronté. Ça, c'est très intéressant d'arriver à ce niveau, parce que Jean-Luc, quand même, vous avez eu, quand on discutait en off tout à l'heure, c'est vrai, c'est en off, mais je peux vous en parler un petit peu. Je ne dévoilerai rien, aucun secret. Vous avez quand même connu le monde bancaire. Et donc, ce que dit monsieur, est-ce que ça vous parle? Je vais peut-être parler des cas d'usage, parce que en fait, dans le monde de la banque et de l'assurance, on a énormément de cas d'usage. Alors, pas forcément de l'intelligence artificielle, on va dire plutôt d'intelligence augmentée, une intelligence humaine augmentée. Et est-ce que vous pouvez expliquer, ça veut dire quoi, augmenter? Augmenter, ça veut dire que, j'élimine le débat où l'homme est remplacé par des robots. Je pense que ça, c'est intéressant en science-fiction. Dans la pratique, dans la banque et l'assurance, une IA faible suffit.
C'est là qu'on a les principaux bénéfices, les principaux apports pour le client et pour le business. Donc on a tout type d'applications. Donc, que ce soit dans la gestion des interfaces clients, donc je sais pas, les chatbots, la personnalisation des parcours clients, aider les conseillers également à analyser des documents, des mails, etc. On a aussi tout ce qui est aide à la vente, donc la proposition de produits. Pour des produits de masse, aussi du pricing online, du pricing qui peut être adapté en fonction du contexte de l'achat, de l'aide à la prospection, donc on peut essayer de trouver les clients, les prospects qui sont similaires aux clients existants. On a aussi tout ce qui est efficacité, on en a parlé, donc dans l'automatisation des tâches. On a également tout ce qui est contrôle automatique de la conformité, comment s'assurer que ces règles relativement complexes et évolutives sont respectées, et puis de manière générale la lutte contre la fraude, etc. Donc on a énormément de cas d'application. On a vu également le nombre de startups qui se créent. Qu'est-ce que c'est qu'une startup dans l'IA? C'est que vous prenez un sujet X, vous ajoutez de l'IA et vous avez la nouvelle startup IA. Donc vous prenez n'importe quel sujet de la banque et de la finance et vous pouvez probablement transformer les choses avec l'IA. Alors, le problème après, c'est est-ce que c'est du blablabla? Donc, moi, je reprends la remarque du début parce que je pense que c'est la question, assez fondamentale. Alors, l'IA futuriste, oui, il vaut mieux voir Mission Impossible, etc. L'IA faible, c'est pas du blablabla. Et donc le problème, c'est de savoir comment on s'y prend. Une fois qu'on a passé son week-end à lire que la donnée était le pétrole du 21e siècle, et encore mieux que le pétrole du 21e siècle parce qu'il est inépuisable, la donnée est inépuisable. Donc qu'est-ce qu'on fait le lundi matin quand on arrive au travail et qu'on se rend compte que finalement, on a encore un nouveau POC quelque part? Donc je veux dire, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc là, une des maladies de l'IA dans la banque et l'assurance, ce sont justement les POC. Moi, je veux bien que ce soit valable pour le RPA. Vous êtes sorti des POC. Mais dans l'intelligence artificielle, on a l'impression de revivre, je sais pas, les films d'Ennio Morricone. Jean-Luc, je crois que vous avez ouvert le débat, donc assumez. Non, juste me permet, il ne faut pas faire d'époque à tout va, ça je suis d'accord, mais l'époque, sincèrement, dans toutes ces nouveautés, ça permet de convaincre et de montrer concrètement, parce qu'on a connu trop de projets en fait dans nos métiers. C'est vrai qu'on a toujours voulu être innovant dans la banque, et l'assurance aussi, on a voulu être innovant à la pointe des technologies, etc. Et on a connu trop de projets où on dépensait des fortunes qui ne donnaient pas grand-chose. Et en fait, le fait de faire des POC sur des délais assez courts, alors il ne faut pas se lancer dans des POC, sur la blockchain, nous on travaille beaucoup sur la blockchain, on fait des POC à gogo. Bon, là, ça pose un problème. Mais pourquoi? Parce que la technologie n'est pas stabilisée encore, donc c'est difficile de passer en prod. Sur tout ce qui est alors, en tout cas chez nous, sur tout ce qui est RPA et machine learning, le fait de faire des POC, ça permet de montrer à la fois aux collaborateurs et à la direction ce que ça peut apporter concrètement. Il n'a pas dit qu'il est contre les POC. Non, mais il dit que ça ne sert pas à grand chose. Non, en fait, moi, je suis contre l'excès de POC. Oui, l'excès, je suis d'accord, mais il faut. Et donc, mon film de référence sur une musique d'Ennio Morricone, c'est « Et pour quelques POC de plus ». Vraiment, parce que finalement, tout le monde meurt à la fin du film. C'est qu'on se rend compte que les différents départements, les divisions, etc., lancent des POC avec la énième start-up intelligence artificielle, que bien sûr, on prouve que c'est intéressant, parce que évidemment, ça marche, il n'y a pas de problème, mais on est incapable de déployer, on est incapable de de mettre en production, et donc finalement, il ne se passe rien. Et donc la question fondamentale aujourd'hui, c'est finalement comment on met en place des structures avec une certaine taille critique, avec un certain professionnalisme, mais quand même une créativité forte pour déployer ces processus. Donc ça, c'est vraiment une question importante. Donc il faut quand même des infrastructures, il faut un travail sérieux sur la donnée, parce que les algorithmes avec des mauvaises données, ça ne donne pas des bons résultats. Ça veut dire quoi sérieux? Parce que parfois, il y a du travail pas sérieux sur la donnée. Sur la donnée, un algorithme qui fait de l'apprentissage automatique, il ressort ce qu'on lui a appris. Mais vous lui faites reconnaître un chat, un chien, etc.
Si c'est pas fiable, si vous vous êtes trompé au départ, la machine, elle sort des mauvais résultats. Donc de toute façon, il faut quand même, en parallèle, travailler sur des cycles un petit peu plus longs, de gouvernance de la donnée, d'amélioration de la donnée. Alors, toutes les données en machine learning n'ont pas besoin d'une extrême qualité, ça dépend ce qu'on fait. Si on fait de la recommandation de livres comme Facebook, c'est pas très grave. Si on vous recommande un livre qui n'est pas votre passion, c'est pas très grave. Si vous en trouvez un dans le lot qui vous plaît, vous êtes satisfait. Donc tout ne requiert pas une qualité extrême. Néanmoins, dans la banque et dans l'assurance, il faut également travailler sur la donnée. Et il faut aussi s'assurer qu'il y a un alignement stratégique des cas d'usage de l'intelligence artificielle. Il faut que les dirigeants que vous êtes aujourd'hui, vous fixiez les priorités des sujets sur lesquels on va travailler et qui doivent correspondre à des priorités de l'entreprise. Si vous voulez, par exemple, développer le self-care client, que c'est une stratégie pour vous, essayez de choisir des use cases dans ce domaine-là pour avoir un impact. On ne peut pas avoir de projet d'intelligence artificielle déconnecté des priorités de l'entreprise. Et à partir de là, il est possible d'investir, parce que il faut quand même des équipes, il faut les attirer, les fameux data scientists. Il n'y a pas que. Donc en fait, l'intelligence artificielle réunit 3 compétences. Les data scientists, les gens du métier, donc ceux qui ont l'expertise du métier, des données, et puis des ingénieurs capables d'apporter les bonnes données aux bons endroits, donc plutôt des profils IT. Ces 3 doivent travailler ensemble, sinon ça ne marche pas. Et donc déjà, il faut régler un certain nombre de conflits dans les organisations, parce que les IT sont côté IT, les data scientists, c'est des gens en basket qu'on vient de recruter, qu'on a payé très cher et qu'on veut garder, et puis les gens du métier, pour eux, c'est un monde un petit peu nouveau auquel ils ne comprennent pas grand-chose. Donc il faut trouver les moyens de réunir ces compétences. On les fait bosser sur des use cases qui correspondent à des vraies priorités du business. On travaille avec des données quand même de qualité, et là, très vite, on obtient des résultats. Et je pense, moi, j'ai croisé un certain nombre de personnes dans la salle qui ont atteint des résultats très impressionnants. Jean-Luc, est-ce que vous connaissez bien Alain Kayser, il me semble? Vous connaissez M. Kayser ou pas, non? Est-ce que vous connaissez M. Kayser? Monsieur Kayser, c'est croisé. Donc, parce que je connais Iseop, mais je veux dire bon. Donc, je posais la question tout simplement parce que j'ai l'impression, si j'avais fermé les yeux, j'aurais eu l'impression de l'entendre parler. Parce que vous évangélisez. Donc, vous avez bien fait, et je trouve que Investance a bien fait de remplacer comment il s'appelle encore, M. Alexandre, à votre place. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc, félicitations. Mais pour revenir... Oui, j'avais quand même une remarque. Quand vous disiez qu'il fallait 3 compétences, dans le cas de l'intelligence artificielle à base de machine learning, il faut des data scientists. Si on est l'intelligence basée sur l'IA déterministe, il n'est pas nécessaire d'avoir des data scientists. Donc il faut à ce moment-là effectivement des experts métiers et des gens IT pour faire l'intégration, mais les data scientists, c'est pas nécessaire. Et je vous rejoignais en revanche sur les aspects... Ça fait mieux quand même, avec des data scientists. Ah, ça fait mieux. Ça fait mieux. Et je vous rejoignais sur l'aspect POC. Il y a encore quelques années, nous faisions beaucoup de POC. Maintenant, nous avons tendance à les refuser. Enfin, si on peut vraiment refuser quelque chose à un client, mais disons... Mais il faut quand même inciter... démontrer que ça marche dans un environnement bien limité. Oui, mais disons qu'à partir du moment où on a un certain nombre de use cases qui sont déjà répliqués, qui ont été développés par nous, nos partenaires, on a tout un ensemble de partenaires qui mettent en œuvre des use cases qui marchent, dans lesquels il y a des abacs, dans lesquels il y a des processus, dans lesquels il y a une organisation clé à mettre en œuvre. On incite plutôt effectivement nos utilisateurs, quand on est sur ces use cases-là, eh bien, à passer directement dans des phases pilotes, parce qu'un POC n'apportera rien. On leur montre, à la limite, on leur fait faire des visites sur des sites clients existants, mais les POC ne sont pas toujours nécessaires. On met en œuvre des POC quand on est sur des aspects plus exploratoires, ou bien quand il y a une problématique de conviction interne dans l'entreprise, où l'entreprise n'a pas à se convaincre que la technologie fonctionne, mais à se convaincre que sa propre organisation saura s'adapter à la technologie. Donc là, on accepte l'époque. Mais on a tendance quand même, si vous voulez, à éviter d'être effectivement dans l'époque systématique, qui fait que souvent, l'intelligence artificielle est étiquetée machine à POC. D'accord.
Donc ça fait quoi? Ça fait pas IA, ça fait MAC. Mac, c'est du Mac. C'est ça. Ok. Bon, alors moi, ce qui m'a choqué très souvent, je parlais de l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est qu'on parlait toujours au futur. Aujourd'hui, à vous entendre parler, j'ai l'impression que on est dans du concret. On a vu le cas avec vous. Et donc, vous, pour aller plus loin, comment voyez-vous l'intelligence artificielle dans 10 ans, 15 ans? Est-ce que c'est quelque chose qui sera toujours futuriste ou c'est quelque chose de concret où on va vraiment... Ouais, je pense que dans 10 ans, on ne parlera plus d'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle, ce sera tout simplement noyé dans l'informatique habituelle et on parlera... Et vous nous le dites comme ça? Oui, ça deviendra naturel. Il y aura de l'intelligence artificielle, je pense, un peu partout, et ça deviendra absolument... Tous les jeunes étudiants qui feront des études d'informatique auront aussi de l'intelligence artificielle, mais on n'aura pas de raison de la séparer de l'informatique traditionnelle. C'est un moment de l'histoire assez naturel. L'informatique, à ses débuts, a travaillé sur des aspects calculatoires, de stockage, de communication d'informations. Maintenant, elle s'attaque à des tâches qui relèvent plus de ce qui jusqu'à présent était la spécificité humaine, c'est-à-dire le raisonnement. Mais c'est un continuum. Et pour moi, ça va devenir faire partie de l'informatique au sens large. Non, c'est juste pour dire, en fait, comme intelligence artificielle, il n'y a pas de définition exacte. En fait, on peut mettre tout ce qu'on veut dans l'intelligence artificielle. Et on a vu que sur les dernières années, en fait, l'intelligence artificielle a évolué. Enfin, le contenu de l'intelligence artificielle, de ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle, a énormément évolué. Donc, potentiellement, je ne sais pas, je suis incapable de dire, de toute façon, dans 10 ans, ce qu'on fera, si ça s'appellera toujours intelligence artificielle. Mais contrairement à certaines technologies où c'est vraiment des trucs bien précis, là, c'est hyper vaste comme définition, ce qu'on met derrière l'intelligence artificielle. Oui, tout à fait. Je peux vous donner ma vision à 10 ans, en commençant par la vision dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de déporter une partie de l'intelligence artificielle avec des algorithmes simplifiés sur des portables, y compris des portables non connectés. Ça veut dire que dès aujourd'hui, avec un portable... portable, c'est-à-dire un mobile ou mobile, un smartphone, je veux dire. Oui, mobile, un smartphone. Dans une salle comme celle-là, on peut avoir pratiquement tous les noms, simplement. Et ça marche. C'est des choses qui sont opérationnelles que des startups peuvent vous montrer. Donc à 10 ans, où est-ce qu'on sera? On sera probablement... Le type de problème qu'on aura à 10 ans, c'est probablement les régulateurs qui vont travailler sur la gouvernance des algorithmes. On va probablement parler à 10 ans de fermes d'algorithmes, parce que ces algorithmes, on les optimise tout le temps, on exploite le retour. On aura des fermes d'algorithmes. Donc une compagnie d'assurance, une banque, va faire du farming. D'accord. Bon, ce serait peut-être mieux de voir dans 10 ans ce que ça pourra faire dans la banque, concrètement, ou dans l'assurance. Cela dit, Monsieur Kaiser, vous, les cas concrets, vraiment, le cas concret qui vous aura marqué dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est quoi? Vous pouvez nous en parler? Actuellement ou dans 10 ans? Ce qu'on fait actuellement? Maintenant. Oui. Actuellement, dans le domaine de la banque, un de nos cas les plus récurrents, c'est celui de la préparation de l'entretien bancaire. Un conseiller client s'apprête à recevoir sa cliente, Madame Michu. Il n'a pas vraiment eu le temps de préparer son entretien, comme souvent. Il appuie sur un bouton, il a une synthèse qui lui permet en quelques pages d'avoir tous les points clés pour attaquer correctement son entretien, des produits à lui proposer, mais également profiter de cet entretien pour collecter quelques informations qu'on n'a pas de nos dispositions, etc. etc. Tout, et avec à chaque fois, quand il s'agit de proposer des produits, une argumentation qui va être complètement adaptée à chaque client. Donc on va aider et l'outil va se comporter comme un assistant virtuel qui va aider le collaborateur. Donc ça, c'est un cas d'usage. On a aussi beaucoup de cas d'usage dans le domaine du reporting financier, où on va offrir sur les systèmes de reporting classiques qui contiennent des tableaux, des graphiques, on va apporter une partie commentaire, c'est-à-dire qu'on fait parler la donnée, le lecteur comprend son tableau, comprend son graphique, on n'est pas simplement dans la description factuelle, on va faire des propositions, des plans d'action, exprimer des causalités, etc., etc. Et par rapport notamment aux contraintes également de conformité qu'on rencontre dans le domaine bancaire, ça devient de plus en plus prégnant, ce genre de choses. Oui, donc je m'en voudrais quand même de ne pas vous poser une question, Monsieur Laloum. Je pense que... Combien? Il reste 1 minute. Non, donc bon.
Il reste 10 minutes, dit-on. Donc, alors, monsieur Laloum, tout ce que vous avez entendu, qu'est-ce que ça vous suscite? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Alors, effectivement, je partage l'avis de nos hôtes aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, mais j'ai quand même envie de lancer un autre petit débat qui est aussi tout à fait intéressant, puisqu'on voit aujourd'hui dans la presse beaucoup de choses au sujet de l'intelligence artificielle. On parlait effectivement des prochaines décennies. On voit et on entend que l'intelligence artificielle, et notamment avec Monsieur Villani, au gouvernement qui est en charge de l'intelligence artificielle et qui fait un rapport France Intelligence Artificielle à ce sujet, le prochain est en janvier 2018 par ailleurs. On nous dit, ou en tout cas on veut nous faire croire que d'ici 2030, on aura plus de 20 millions d'emplois qui vont être créés grâce à l'intelligence artificielle. Et effectivement, on peut lire un peu toutes les choses à ce sujet. On nous parle de détective de données, puisqu'effectivement, on a peur que l'intelligence artificielle ne sera pas capable de capturer toutes les données dans une entreprise. Et donc, on aura besoin de quelqu'un pour s'assurer qu'effectivement, elle soit compétitive sur ce sujet et qu'elle ait toutes les données. Tout à fait. Sauf qu'on lui donnera le titre de détective de données. Donc, c'est bien quand même, votre département au travail sera plus gros. Écoutez, tout à fait. Hein. Effectivement. Bon, on entend aussi beaucoup d'autres choses là-dessus. On entend également que l'intelligence artificielle, ce sera plus de 10% du PIB de l'Europe en 2030. Donc c'est pour vous dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une prise de conscience sur ce que l'intelligence artificielle peut faire, mais effectivement sur ce qu'elle est aujourd'hui et son état de l'art. On a quelques avancements avec le machine learning. On parlait du machine learning supervisé. Dans lequel aujourd'hui on a quand même des use cases qui sont assez importants, notamment le spam, celui que nous connaissons tous. Sachez que derrière votre boîte mail, tous les spams que vous avez, c'est du machine learning, puisqu'elle connaît les données entrantes et les données qui sont déjà existantes dans votre boîte mail. Et ensuite, par rapport à ça, les conclusions tirées, si ça va dans un spam, dans un courrier indésirable ou non, c'est du machine learning qui fait ça, tout simplement. Donc on a quand même quelques cas d'usage qui sont bien présents sur... Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que je retrouve parfois dans les spams des choses que j'aurais bien voulu garder alors que je les avais auparavant. Donc, c'est parce qu'à un moment de... C'est vrai. Alors, effectivement. Voilà. Et c'est peut-être aussi parce qu'à un moment donné, vous avez peut-être considéré qu'un des emails que vous avez reçus, qui faisait peut-être référence à un mot-clé ou un autre, à ce type d'email qui a été directement catégorisé dans la catégorie spam, l'a tout simplement pris en compte et a décidé de le ranger dans ses courriers indésirables. Et après, il y a un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie quand même, c'est l'aspect juridique lié à tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Parce que là, on est tout content, c'est des nouvelles technologies, ça nous apporte, c'est moderne, etc. Mais il y a des vraies questions derrière qui se posent en termes juridiques. Et d'ailleurs, le début du rapport Delvaux, pourquoi est-ce que tous les gouvernements aussi s'y intéressent, mettent en place des think tanks et des groupes de travail? Francia, c'est typiquement là-dessus, hein, c'est les politiques. Enfin, il y a des vrais sujets derrière ça qui sont à traiter, et il y a un enjeu sociétaire derrière aussi. Tout à fait, oui. Avec pour finalité, effectivement, de faire en sorte que l'homme et la machine travaillent ensemble en bonne intelligence et en parfaite symbiose. Très bien. Vous auriez dû être à ma place, parce que c'est vraiment le sujet qu'il fallait aborder à la fin. Allez-y. Bientôt, il y aura un robot pour remplacer. Non. Vous êtes convaincu que l'homme aura toujours de la place dans la société? Levons un peu le débat quand même. Tout à fait, effectivement. Je pense que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais aucun homme, pour la simple et bonne raison que nous avons quelque chose qu'une machine n'aura jamais, ça s'appelle la matière grise. Ça veut dire que même si aujourd'hui l'intelligence artificielle peut avoir un QI équivalent à 100 000 ou 200 000, elle n'aura jamais cette créativité que nous avons. Et c'est ce qui fait le point fort de l'humain. Cette spontanéité quand même. Et aussi, tout à fait. C'est pour ça, Emmanuel, que vous êtes irremplaçable. Merci. Bon, donc, alors, il ne nous reste plus que le temps de poser des questions. Je crois que le débat était le débat était très, très intéressant. Et j'espère, je le sais, donc d'expérience, que les questions sont souvent très intéressantes. Donc, alors, qui ouvre le feu? Allez-y, monsieur. Bonjour, j'ai adoré votre commentaire, l'élaboration de fermes d'algorithmes. Bravo. Actuellement, qu'est-ce que c'est? On est dans des festivals d'algorithmes. Un festival, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Jean-Michel Guénégan, consultant financier, Stanford. OK. Donc, je reviens. Donc, bravo pour les fermes d'algorithmes. J'ai bien aimé votre humour.
Festival des algorithmes, feu d'artifice, un feu d'artifice que les gens ne comprennent pas, ne contrôlent pas. Alors pour moi, si vous voulez, à 10 ans, c'est quoi? Toute l'informatique que l'on a actuellement, c'est du pithécanthrope. On va être dans un monde quantique. Et dans ce monde quantique, c'est un système de raisonnement, c'est un système informatique, c'est des systèmes de pensée complètement à changer. Et autre question, c'était? La question, c'est de dire, qu'est-ce que vous en pensez de la physique quantique, des mathématiques quantiques et toute l'informatique que l'on a comme ça, c'est du pithécanthrope, monsieur. Ok, on se posera la question en fond sonore. Une autre, oui, donc... Pardon, bonjour, Jean-Philippe Juguet, Crédit Agricole. Nous, on travaille sur les projets risques, y compris des reportings réglementaires, et j'ai beaucoup aimé votre commentaire sur la génération de commentaires et de plans d'action automatiques avec l'IA. Et la question qu'on se pose, c'est par contre, si avec l'IA, on est capable de générer des plans d'action, comment vous gérez l'innovation dans les plans d'action? Parce que les routes causes ne sont pas toujours les mêmes, donc les plans d'action n'ont pas forcément pu être prédéfinis, ou on n'a pas pu... déjà expliquer à la machine quelle est l'action corrective. Donc comment on fait pour être innovant là-dedans et pas reproduire tout le temps des plans d'action qu'on a déjà exécutés? On va pas, quand on produit effectivement une expertise des plans d'action, on ne va pas prétendre faire mieux que l'être humain. On va déjà, c'est déjà beaucoup, faire en sorte, c'est bien d'être humain, quand même. faire en sorte d'amener au niveau de tous les collaborateurs de l'entreprise le savoir-faire des meilleurs. Ça c'est déjà beaucoup. Après, il reste une part d'impondérable qui justement sera dévolue aux êtres humains qui auront plus de temps parce que les tâches les plus mécaniques ou les tâches d'interprétation les plus mécaniques seront faites par la machine. Et là, ils pourront, ça sera eux effectivement d'interagir face à des événements complètement inconnus. Voilà. C'est de l'ordre de la proposition du coup de plan d'action. Oui, tout à fait. C'est l'ordre de la proposition. Voilà. Là, c'est vrai, les personnes. Oui, allez-y. Oui. Bonjour. Dans les algorithmes, on part souvent d'une phase d'hypothèse et de réalité déjà connue. Là, on parlait de comment on met l'innovation, mais comment on gère aussi les cas non anticipés, en fait. On a vu par le passé, dans les robots qui émettaient les ordres sur les marchés financiers, que certaines crises ou certaines situations étaient pas gérables ou généraient des comportements anormaux par les robots. Comment est-ce qu'on peut anticiper ces problèmes-là et comment est-ce qu'on fait que l'homme garde la conscience de la limite du système? Oui, mais là, vous êtes dans des machines, dans des cas entièrement automatiques. Quand on intervient en tant qu'assistant d'un utilisateur, de toute façon, eh bien, la machine ne va pas tourner en rond sur elle-même. L'être humain va rester aux commandes et va être aidé, coaché, assisté, mais va pouvoir intervenir sur des cas qui n'ont justement pas été prévus. Ça veut dire que finalement, quand on met en place des robots, il faut que le collaborateur ait conscience de ses limites et de ce qu'il doit faire en plus. Parce que le comportement systématique, on est tous plus ou moins parfois amenés à suivre des comportements systématiques. Oui, mais on ne va pas, justement, nous on fait en sorte que le collaborateur ne soit pas un simple presse-bouton. On est là pour l'aider. Et puis, il peut à tout moment reprendre sa liberté aussi. D'accord, moi, oui. En fait, plutôt que le en plus, c'est à la place qu'il faut voir pour le collaborateur. C'est pas du travail qu'il va devoir faire en plus, c'est à la place. En fait, on va pouvoir le décharger d'un certain nombre de tâches, et à la place de ça, il aura des actions plus de réflexion ou de traitement des exceptions et des cas. Parce qu'en fait, sur le machine learning, ce qu'on voit, c'est qu'on travaille pour que la machine apprenne. On a un historique à donner. Et après, donc, le robot apprend basé sur l'historique, et puis après, il apprend au fil de l'eau. Donc vraiment, l'intervention du collaborateur, c'est c'est justement l'intérêt du truc, c'est travailler sur les cas non vus. Ça veut dire que la machine est capable d'identifier les cas non vus. Oui, c'est l'intérêt du machine learning, en fait. Plutôt que d'être dans un truc où il y a des règles, et en fait, où ils mettent en exception tout ce qui n'a pas été paramétré, avec le machine learning, il sort les cas... Parce qu'en fait, il faut travailler sur un historique assez significatif. Vous confirmerez, mais si on n'a pas un historique assez significatif et représentatif, ça ne marchera pas. Ça dépend des Là aussi, ça dépend du domaine dans lequel on est, mais ça peut être entre quelques mois et quelques années. Donc, il faut donner des données pour que la machine puisse apprendre. Et après, en fait, le collaborateur, lui, travaillera sur les cas d'exception.
Donc c'est plus intéressant parce qu'il n'a pas à se palucher les 1500 exceptions qui ressortent parce qu'il y avait des règles bien précises. Et il peut évoluer. Et s'il voit que les cas d'exception deviennent une normalité, en fait, il apprend à la machine que ça devienne une normalité et il travaille sur autre chose. Je vois qu'il nous reste 3 minutes, donc vraiment sortez le feu, c'est le moment. Ne dites pas, voilà, merci. Bonjour, Jérémy Oyon, cabinet Letton. J'ai une petite anecdote de 30 secondes et puis une question en fait qui va découler de ça. J'ai un cousin qui est data scientist chez Google. Et puis il me disait que là-bas c'était très bien en termes de management parce qu'il pouvait un peu bosser d'où il voulait, il y avait personne qui lui disait du moment qu'il livrait ce qu'il faisait. Et il me disait ouais, sauf cette nuit j'ai dû travailler à 2h du matin parce que j'ai reçu un mail d'un serveur qui m'a demandé de lui changer un disque dur à distance. Et je ne sais pas si vous voyez où je voulais en venir, mais j'ai dit, enfin en rigolant, je dis c'est comme moi avec mes enfants finalement. Moi, ils se réveillent la nuit, ils ont faim, et puis je leur donne à manger. Là, toi, tu as un serveur qui te réveille, tu dis que ton manager est cool, que ton management est cool, mais finalement, c'est le serveur que tu as programmé qui t'a réveillé et qui t'a asservi. La question que je pose, c'est à partir de quand, d'après vous, justement, on arrive à prendre le recul nécessaire, où on peut être certain que finalement, nous ne programmons pas les machines pour finalement nous donner des ordres. Tout comme mon iPhone qui me réveille, qui vibre pour que je lui fasse sa mise à jour. Tout comme les notifications que je reçois. Et finalement, cette gourmandise qu'ont les machines à vouloir plus de puissance, plus de données. Et puis finalement, ça veut dire, que pensez-vous de Frankenstein? Vous y croyez ou pas? Je suis beaucoup trop jeune pour avoir vu Frankenstein. Non, mais je veux dire, oui. Moi très bien, bravo. Moi, j'ai pas vu Jésus. J'ai lu Jésus, je crois en Jésus. Donc voilà. Mais derrière ça, quelle était vraiment votre idée? Est-ce que vous vouliez... Ma question, c'est que je vois, parce que nous, on fait du conseil en financement et innovation, et je vois effectivement, je baigne dedans, et je vois toutes ces entreprises, ces startups, etc., qui créent finalement des nouveaux systèmes. Et quand on prend un peu de recul et qu'on essaie de s'amuser, d'en débattre, en fait, on voit qu'on utilise en fait beaucoup d'intelligence pour finalement demander aux machines, je caricature à peine, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est à ce petit point de rupture où on sophistique les machines pour finalement nous donner à nous des ordres et nous dire quoi faire. Ouais. Alors moi j'ai peut-être une réponse, c'est la GDPR. Parce que finalement, qui est quand même un consentement. Et on imagine un consentement de l'employé aux règles qui sont définies. Donc il y a quand même une meilleure protection à ce niveau-là, dans l'usage des données. Donc je pense qu'avec l'arrivée de la GDPR déjà pour tout ce qui est relation avec les clients, il y aura quand même beaucoup de progrès. Et donc il faudrait que ça s'applique effectivement dans le monde de l'entreprise. D'accord, donc oui, pardon. C'est une femme. Non, mais après, c'est aussi à nous, de savoir couper aussi. C'est comme aujourd'hui, maintenant, avec les smartphones, on peut rester scotché 24 heures sur 24 avec son smartphone, répondre, même si juridiquement, les employeurs n'ont plus le droit de vous envoyer, vous n'avez plus le droit d'envoyer après 11 heures, je ne sais plus comment c'est, ou il faut 11 heures de délai. Enfin, on peut être complètement accro. Donc, c'est aussi à travailler en bonne intelligence. L'enfant qui vous réveille la nuit, vous ne pouvez pas lui dire, là, je débranche. Mais la machine, il faut aussi savoir arrêter, quoi. D'accord, donc vous avez entendu une nouvelle version de la relation, allemande et française, et puis donc ce que vous venez de dire. Nous allons clore le débat de cette façon-là. On aurait bien voulu faire mieux, mais maintenant je vais passer la parole à M. Laloum pour qu'il clore le débat. Effectivement, je pense que c'est une bonne transition. On est arrivé sur le sujet de la data. On parlait avec Jean-Luc, vous disiez donc à l'instant sur GDPR. Je vais juste reprendre un petite phrase qu'il a dit pendant donc cette table ronde, et je pense qu'elle est pertinente par rapport à la suite. C'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que l'intelligence artificielle sans la big data n'est rien. Elle ne pourrait exister, et elle ne pourra exister, et que justement, je vous invite à rester pour la prochaine table ronde sur laquelle on parlera de la data et de la valeur de la data. Merci à tous, et je vous souhaite un très bon forum.